et les États-Unis, siège de Boeing, sont directement concernés. Nous avons cherché à éclaircir les zones d'ombre. Direction Le Caire pour commencer. Une mégalopole de 16 millions d'habitants dont le cœur n'arrête jamais de battre. C'est là que l'enquête se concentre désormais. Première étape, au siège de Flash Airlines. Une compagnie immédiatement montrée du doigt. Elle aurait privilégié le business, l'argent facile, au détriment de la sécurité. L'ambiance est pesante. Les employés rangent leurs dernières affaires. La société va fermer. Mohamed Nour, le patron, nous reçoit à l'improviste. On est où là, monsieur Nour? Ça, c'est mon ex-bureau de directeur de la Flash Airlines. Comme vous pouvez le voir, tout a été vidé. Tout a été rangé dans des cartons, des dossiers. Tous mes documents, mes papiers ont été saisis pour les besoins de l'enquête. Dans le bureau d'à côté, un invité surprise. Tout est là, vous pourrez tout trouver. Et j'espère que vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Sinon, vous me faites signe. Bonne chance. C'est qui, lui? Il vient de la compagnie qui nous louait les avions. C'est quoi votre mission? En fait, je suis là pour vérifier si tous les papiers sont en règle, pour inspecter ce qui a été fait, et puis jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Pas de problème? Non, pas de problème. Allez-y, vous pouvez filmer ce que vous voulez. Je vous ai amené ici sans que ce soit arrangé. Voilà à quoi ressemble ma compagnie désormais. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, à vous les Français, c'est que je n'ai rien à cacher. Je ne mens pas. J'ai été attaqué, j'ai été accusé et jusque-là, je n'ai pas répondu. J'attendais des faits. Pas comme les médias, qui nous ont qualifiés d'assassins, de faire de l'argent sans nous soucier des gens. Tout ça sans aucune preuve. Ça ne tient pas debout. Imperturbable, Mohamed Nour l'est resté tout au long de notre entretien. Parce que c'est une catastrophe qu'il ne s'explique pas, pour lui, c'est le destin, la main de Dieu. Dieu, comme seul argument, c'est évidemment insuffisant. La vérité, si on la trouve, est ailleurs. Au Caire, peut-être. Ministère de l'Aviation civile. C'est là que les deux boîtes noires sont analysées par les Égyptiens, les Français et les Américains dans un laboratoire flambant neuf. Le patron de l'enquête, c'est Shaker Kelada, un ancien pilote d'Égyptair, le plus grand spécialiste du pays. Vous voyez, c'est écrit en arabe. Vous ne pouvez pas entrer. Seuls les personnels autorisés y ont accès. C'est-à-dire les spécialistes qui analysent les deux boîtes noires, les voix des pilotes et les données du vol. Shaker Kelada accepte tout de même de nous parler des derniers échanges dans le cockpit. Les pilotes ne crient pas, ils ne lancent pas de signal de détresse. Vous savez, tout va si vite. Les pilotes sont entraînés à corriger ce qui peut l'être avant de s'affoler. Vous ne les imaginez tout de même pas en train d'abandonner leur avion en hurlant. Les deux pilotes ont tenté de sauver leur avion. C'est exactement ce qu'ils font. Ils essayent comme ils le peuvent de corriger leur position. Tout était donc calme dans le cockpit. Avec les éléments qu'il nous a fournis, nous avons pu reconstituer les dernières minutes du vol. 4h40 le 3 janvier dernier. Le Boeing décolle piste 22 direction Le Caire. La nuit est claire, il n'y a pas de vent. L'avion entame un virage à gauche comme prévu. Arrivé à 2000 mètres, il part subitement dans le sens inverse sans aucune explication. Puis, il penche dangereusement sur la droite, se met sur la tranche et pique alors vers la mer en moins de 17 secondes. 4 secondes avant l'impact, les deux pilotes essaieront de redresser leur appareil en vain. On a recueilli les données de la machine, celles des hommes, et on étudie leur interaction. C'est soit une erreur humaine, soit de la machine, voire même des deux. Voilà, on y travaille, on se rapproche petit à petit de l'explication. La piste terroriste, il l'a définitivement écartée.
Aucune trace d'explosif, aucune intervention extérieure n'a été à ce jour identifiée. Alors, erreur humaine, panne mécanique? Nous nous sommes d'abord intéressés au pilote, à son parcours. Nous avons retrouvé sa femme dans un quartier résidentiel du Caire. Elle habite dans ce petit immeuble. Pour nous recevoir, elle a voulu être accompagnée de l'un de ses fils. Elle vit aujourd'hui dans le souvenir de son mari, bien sûr, mais aussi des 148 victimes de la catastrophe. Si elle a accepté de répondre à la presse pour la première fois, c'est entre autres parce que son mari adorait la France. Cet été, ils devaient même visiter Paris ensemble. L'expérience de mon mari était très reconnue. C'est sûr, il a dû se retrouver face à une panne incompréhensible. Moi, je ne doute pas de lui. Toute sa vie professionnelle, il a réussi à s'en sortir, comme à Sarajevo, par exemple. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé là-bas? Il était parti en Bosnie à bord d'un Hercule C-130. Ce jour-là, la météo était très mauvaise, il y avait beaucoup de neige. Tous les vols ont été détournés, mais lui, il a réussi à atterrir. Sur le tarmac, tous les officiers l'ont félicité. Dans ces mots, toute l'admiration d'une femme pour un mari et pour un pilote qu'elle juge exceptionnel. D'ailleurs, elle n'est pas la seule, et elle nous montre les distinctions, les plus hautes récompenses d'une carrière exemplaire. C'est quoi ça? Ça, c'est l'étoile du Sinaï, que lui a remis le président Sadat. Et ça, c'est la médaille... La médaille du courage et du devoir, il l'a eu avec Moubarak. Moi, je l'ai vu, j'ai entendu ses amis me parler de lui. Je pense que c'est le meilleur pilote du monde. Un as de l'armée est-il forcément un bon pilote civil? Comment a-t-il été formé? Pour le savoir, nous quittons l'Égypte. Direction le Maroc, Casablanca. Centre de formation de la RAM, la Royal Air Maroc. C'est dans ce simulateur, la réplique exacte d'un 737, que le pilote de la Flash Airlines a appris à manier des Boeing. Nous avons été invités à voir comment s'entraînaient ici des pilotes du monde entier. Des machines comme celle-là coûtent plus de 10 millions de dollars. Il n'y en a que 2 en Afrique. Monsieur El-Ouari, quels sont les documents dont vous disposez là? Alors là, c'est le document qu'on a présenté aux autorités égyptiennes quand ils sont venus pour homologuer notre simulateur pour l'entraînement des équipages Flash Airlines. Vous pouvez nous montrer les feuilles et nous dire quand est-ce que les pilotes sont venus s'entraîner? Ils ont commencé le 28 avril. On a les noms des stagiaires, leurs instructeurs. Le commandant Abdallah a donc été formé ici en avril dernier, mais son instructeur était égyptien. 20 heures de simulateur en fixed base et 32 heures en full flight. Au total, 52 heures de leçons en 21 jours avant d'obtenir son diplôme. Comment se déroule ce type de qualification? Nous l'avons demandé au chef instructeur de la RAM. Alors voilà, donc ça représente exactement un poste de pilotage d'un 737 400, 500, 300, 400, 500. 21 jours d'entraînement pour passer du militaire au civil. Votre analyse, ça vous paraît peu, beaucoup? Écoutez, je ne peux pas porter un jugement comme ça sur une formation que nous n'avons pas déroulée nous-mêmes. Nous n'avons fait que louer le simulateur. 21 jours, était-ce suffisant? Seul son formateur égyptien aurait pu nous le dire. Mais là encore, nous n'aurons pas de réponse. Ehab Al-Sonbati, c'est son nom, est mort lui aussi dans le crash, simple passager de son élève. Voilà à quoi ressemble un décollage de nuit. Le commandant Boutayeb reproduit pour nous les mêmes gestes, la même manœuvre que le 3 janvier dernier. Le seul repère qu'on a, comme vous pouvez le constater, on ne voit absolument rien dehors. Ce qu'on voit, c'est l'horizon artificiel qui est un instrument essentiel de pilotage.
et que tous les pilotes, bien sûr, qui sont qualifiés au vol aux instruments, peuvent utiliser d'une manière, je dirais, tout à fait normale et aisée. De nuit, on ne navigue qu'avec les écrans sans repère visuel extérieur. Alors, quand l'appareil s'incline dangereusement comme ce soir-là, est-il possible que les pilotes ne s'aperçoivent de rien? Lorsque vous virez, vous contrôlez vous-même votre inclinaison. Là, si vous dépassez, écoutez, c'est lui-même, il vous dit donc de ne pas y aller, de réduire votre inclinaison et de ne pas le laisser faire ce qu'il est en train de faire. Une alarme retentit, impossible de ne pas sentir le mouvement. Autre hypothèse évoquée par le Figaro, une défaillance du pilote automatique. L'équipage aurait cru l'avoir mis en route. En fait, il ne se serait jamais enclenché. L'avion aurait viré avant de chuter. Est-ce crédible? Lorsqu'on met un pilote en marche, on avise le deuxième pilote qu'on a cédé les commandes au pilote automatique, on ne les a plus. Et est-ce qu'il est possible d'appuyer sur ce pilote automatique, ou en tout cas de le mettre en route, et qu'il ne se mette pas en route sans qu'on s'en rende compte? Parce que ça a été une des hypothèses. Écoutez, ça me semble un peu... Vous voyez, lorsqu'un pilote automatique se débranche, c'est le sang qui fait avec une étiquette rouge. Alors, on ne peut pas supposer que le pilote automatique est branché et ne pas s'en rendre compte. Une catastrophe incompréhensible, y compris pour les meilleurs spécialistes, les pilotes eux-mêmes. Une catastrophe comme ça affecte tout. D'abord, en tant que pilote, premièrement, je dirais, on ne peut pas exprimer ce qu'on ressent parce qu'on se pose la question, en premier lieu, sur le plan technique, hein, ce qui s'est passé. Je peux vous dire que tous les pilotes se posent des questions. 100. Des questions pour l'instant sans réponse. Seule certitude, le commandant Abdallah était un pilote chevronné dans l'armée. Mais dans le civil, il n'avait que 7 mois d'expérience et 470 heures de vol. Restait à explorer l'autre piste possible, soulevée par les enquêteurs, l'erreur technique. Pour cela, il nous a fallu retourner une dernière fois en Égypte. Rendez-vous était pris avec la responsable du secteur maintenance de la compagnie Flash. Elle a bien voulu nous sortir ses archives personnelles. Ça, là, ce sont des copies. C'est un certificat de maintenance pour le type d'avion 737-300. Et ça, c'est les... C'est quel avion? C'est celui qui a eu l'accident? Oui, voilà. C'est juste... On a eu un exemple. Hein. Ce document qu'elle nous montre date du 11 décembre dernier. Les moteurs, l'électronique et même les équipements embarqués à bord, tout a été vérifié 3 semaines seulement avant la catastrophe. Les contrôles obligatoires ont été faits. L'avion était, semble-t-il, en parfait état. Il n'y a pas possibilité de les modifier après coup? Je veux dire, si on se dit, oula, il y a peut-être eu un problème sur l'appareil, il y a quelqu'un de l'extérieur de la compagnie qui supervise ça ou... Il y a toujours l'aviation civile qui révise ça. Autre document, le certificat de navigabilité. C'est la pièce administrative la plus importante, celle sans laquelle un avion ne peut décoller. Voilà, ça c'est le dernier, ça c'est la copie de la dernière. Comme vous voyez, ça a été approuvé le 19 jusqu'à le 19 juin 2004. Ce document, délivré lui aussi par le ministère de l'Aviation civile égyptien, la plus haute autorité, était donc valable encore 5 mois après l'accident. Le Boeing était en règle, cela n'a pas suffi. Aujourd'hui, la Flash Airlines a définitivement fermé ses portes. Tous les clients sont partis, les touristes n'avaient plus confiance. Avant de quitter l'Égypte, nous avons tenu à rencontrer les ingénieurs de la compagnie chargés d'assurer cette maintenance. Ils ont d'abord dit non, avant d'accepter de nous parler sans être filmés. Nous avons dû utiliser une caméra cachée. Rendez-vous à notre hôtel du Caire avec notre traducteur. Ils sont un peu nerveux, ce sont les derniers à avoir contrôlé l'appareil. Un membre de leur équipe est même mort dans la catastrophe. Il y avait toujours un technicien à bord avec l'équipage. Des salaires faibles. Si on comprend bien, est-ce que ça ne veut pas dire que si les conditions de travail étaient mauvaises, c'est-à-dire qu'on était mal payé, on faisait moins bien son travail et que donc il pouvait y avoir un accident?
السيفتي ده مرتبط بيا انا شخصيا مرتبط بحياتي يعني سي ليي à ma vie مفيش حد عشان ما قبضش يموت نفسه. La rencontre aura duré 1 heure. Pour eux, il n'y a pas eu de négligence. À Sharm el-Sheikh, ils ont été les derniers à voir l'équipage, quelques minutes seulement avant le décollage. Et ils étaient comment? Il avait l'air fatigué, il avait l'air... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient en meilleur état. En bon état, ouais. Enfin, ils étaient... Un baiser pour dire qu'ils étaient en forme. Ok, thank you. Thank you very much. Ciao, bye. Pour les familles des 148 victimes, ces mystères s'ajoutent à la douleur. Que s'est-il vraiment passé dans la nuit du 3 janvier 2004 à bord du vol FSH 604 ? Le gouvernement français a promis aux familles d'être associées à l'enquête. Nous voici à Roissy avec vous, Marc Cherney. Bonsoir, merci d'être là. On le voyait, cette catastrophe a fait 148 victimes, dont 133 Français. Et vous êtes, vous, qui avez perdu votre sœur dans la catastrophe, le président d'une association que vous avez créée vous-même et qui s'appelle l'Association de défense des familles des victimes de la catastrophe de Sharm el-Sheikh. Pourquoi vous avez, comme ça, voulu, d'entrée de jeu, créer cette association ? Bien, j'avais plusieurs motifs pour le faire. En premier lieu, comme vous venez de le souligner, parce que j'ai perdu une sœur. En second lieu, parce que dans cet appareil avaient pris place 4 experts comptables, qui est un ordre auquel j'appartiens, et nous avons une tradition de fraternité importante dans notre profession. Et en quatrième lieu, parce que j'ai appris par la suite qu'une famille de juristes de grande renommée était également à bord et que 11 personnes de cette famille avaient péri dans la catastrophe. Or, je suis fils et père d'avocats et j'ai également pour cette profession un sentiment important. Je comprends tout ça. Mais en même temps, quand on fait une association comme ça, et quand on s'entoure d'un collège d'experts, si je puis dire, je crois que vous avez des pilotes ou des anciens pilotes avec vous, des gens comme ça, etc., des juristes aussi, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas tout à fait confiance dans l'enquête qui est en cours? Il est trop tôt pour parler de confiance. Pour l'instant, nous avons confiance. La cellule technique que nous avons constituée poursuit des objectifs précis, au premier rang desquels essayer d'expliquer aux familles le plus pédagogiquement possible les causes probables de la catastrophe. Pour l'instant, nous sommes démunis d'informations, puisque les informations qui sont diffusées sont souvent démenties, donc nous sommes extrêmement prudents sur d'éventuelles conclusions. Le second rôle de cette cellule technique est de suggérer des voies d'investigation. Et en troisième lieu, en relation avec la cellule juridique que nous avons constituée, de suggérer des voies de procédure en termes de responsabilité. Alors aujourd'hui, vous avez l'impression que les choses se font normalement. Vous me disiez, oui, mais on a peut-être vite écarté la thèse de l'attentat ou du sabotage. J'entends des certitudes qui ne me font pas plaisir. Bon, la communication qui a été organisée autour de ce crash dans les toutes premières heures est assez surprenante. On nous a dit tout de suite qu'il ne s'agissait pas d'un attentat en vol. Bon, on aurait dû préciser qu'il ne s'agit probablement pas d'un attentat à l'explosif en vol. Ce sont les autorités égyptiennes qui l'ont dit très vite. Bien sûr, et on comprend pourquoi, mais rien ne prouve qu'il ne s'agit pas d'un sabotage des gouvernes ou des commandes de vol. Bon, donc on en revient à ça, c'est que vous dites attention, vous voulez être présent, faire pression. Nous allons être vigilants, c'est ce que j'ai dit depuis le début de la constitution de l'association, c'est une vigilance. Vous avez conscience aussi que ce sont des enquêtes très difficiles, ces enquêtes sur les crashs aériens, ça peut durer des années, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans qu'on sache même forcément ce qui est arrivé. La France entière a été traumatisée par l'expérience de Saint-Odile, puisque au bout de 12 ans d'enquête, comme vous le savez, on n'a toujours pas la réalité, l'explication de cette catastrophe. Mais entre 3 mois et 12 ans, il y a peut-être une marge raisonnable, un délai raisonnable d'enquête à concevoir. Alors Saint-Odile, on en parlera tout à l'heure, parce qu'on est revenu sur cette enquête justement parce qu'elle dure très longtemps. Vous craignez quoi? Qu'on puisse protéger certains intérêts économiques, aériens, diplomatiques? Bon,
La situation est complexe pour différentes raisons. L'Égypte, il faut le souligner, c'est 70 millions d'habitants, donc ce n'est pas que les pharaons, c'est la moitié de la population analphabète, c'est un pays paupérisé, c'est un pays qui est la proie des intégristes musulmans. On a déjà eu un attentat à Luxor il y a quelques années, et c'est un pays dont le PIB, à hauteur de 30%, repose sur le tourisme. Donc on peut envisager une suspicion à l'égard des conclusions qui pourront sortir d'un tel pays. On a conscience du fait que l'Égypte a quand même intérêt à dire que ce n'est pas un sabotage ou un attentat. Bon, mais pour l'instant, on n'en sait rien. A priori, officiellement, la thèse de l'attentat est écartée par les officiels. On en parlera tout à l'heure avec le patron du bureau enquête analyse. Si vous voulez, il nous dira un petit peu ce qu'il en pense. En tout cas, merci d'être venu ici nous faire part de vos interrogations, votre suspicion, votre prudence. Et puis on en parlera aussi tout à l'heure avec le ministre des Transports, M. Drobien. Mais on s'est beaucoup interrogé dans ce premier reportage sur la catastrophe elle-même, sur les circonstances dans lesquelles cet avion s'était crashé en mer Rouge. On a voulu en savoir plus sur son parcours, sur son identité, puisqu'on a dit là aussi qu'il était mal entretenu, que sa maintenance pouvait être déficiente. Qu'en est-il de cet avion et qu'en est-il au-delà de ce cas particulier des contrôles qui sont effectués partout dans le monde, tous les jours, sur les avions que nous empruntons? Ce sont les questions que se sont posées Guillaume Porteux et Jean-François Monnier, des avions sous surveillance. Roissy, un vendredi soir. Parmi ces passagers qui embarquent à bord de cet avion d'une compagnie charter tunisienne, une poignée de journalistes. Nouvelle Air nous a invités pour le week-end à Monastir, en Tunisie. Soleil, sable fin, cocktail et musique d'ambiance. Malgré les apparences, il ne s'agit pas de vacances, mais d'un voyage de presse. La compagnie aérienne Nouvelle Air, spécialisée dans les séjours après cassés, veut redonner confiance à ses futurs clients. Depuis le crash de Sharm el-Sheikh, certains s'inquiètent à l'idée de monter dans un vol charter. Alors cette société a choisi d'ouvrir ses portes. En bout de piste, c'est le directeur de la maintenance qui accueille les journalistes. Donc là, vous avez un avion qui est arrivé il y a quelques jours. C'est l'avion sur lequel on va vous faire la démonstration de ce qu'est une maintenance sur les commandes de vol et ce qu'est une maintenance sur le moteur. Vous allez voir en réel. Le parcours commence à l'intérieur, dans un entrepôt flambant neuf. Peinture, maintenance, ici on fait de tout, comme dans n'importe quel atelier en Europe. Et pour les journalistes, tout est ouvert. Sur le tarmac, l'état-major de Nouvelle Air a fait le déplacement, le grand patron en tête. Aujourd'hui, Sami Zitouni nous dit qu'il n'a rien à cacher. Nous n'avons pas honte et nous montrons ce que nous faisons. Et aujourd'hui, vous avez tout vu, tout seul, tout était ouvert à votre disposition. C'est uniquement pour vous rassurer, parce que nous comptons sur vous pour faire passer le message et pour rassurer nos passagers. Communiquer pour rassurer et éviter les amalgames. Car depuis l'aube du 3 janvier dernier, le matin du drame, un coupable est désigné par la presse. Flash Airlines est devenu Crash Airlines. Entretien minable, maintenance bâclée, les soupçons pèsent sur la compagnie et s'étalent dans les journaux. Et à la télévision, d'anciens passagers accablent Flash Airlines. Quand le train d'atterrissage est sorti, ça grinçait, ça fait bon, les gens étaient vraiment pas rassurés. Pour certains, le drame était même prévisible. Et les journaux télé diffusent en boucle des vidéos amateurs, tournées dans le Boeing de Flash Airlines. Cet appareil aurait été une poubelle. Les sièges étaient usés jusqu'à la corde, les ceintures un peu effilochées. Enfin, ça respirait pas, vraiment pas l'avion récent. Pourtant, cet avion montré du doigt n'avait que 12 ans, assez jeune pour un 737. En revanche, il avait connu beaucoup de propriétaires sur 3 continents. Alors, dans quel état était-il réellement? Était-il contrôlé régulièrement? Pour le savoir, nous avons retracé la vie mouvementée du Boeing SU-ZCF de Flash Airlines. Première étape, bien loin de la mer Rouge, la Norvège. Ce Boeing 737 y a passé une partie de sa vie. Dans un hôtel prestigieux du cœur d'Oslo, un homme nous a donné rendez-vous.
Abjord Antonison a bien connu cet avion. Il était le directeur de la maintenance de Color Air, une compagnie qui a exploité ce Boeing. Il était comme ça, le Boeing, à l'époque? Ouais, voilà, c'est le Boeing. C'est l'avion de Color Air. Ah ouais, je suis très fier de sa couleur et de son aspect. C'était vraiment un très bel appareil. Voilà à quoi il ressemblait, cet avion, à l'époque. Mais avant d'avoir ses couleurs norvégiennes, ce Boeing avait déjà beaucoup voyagé. Il est né sur cette chaîne de montage dans les usines américaines du groupe Boeing en 92. La famille des 737 est la plus représentée dans le monde. 4500 exemplaires circulent autour du globe, un quart des appareils civils de la planète. En sortant des chantiers Boeing, cet avion effectue ses premiers vols au Salvador pour le groupe TACA. Le voici sur une photo prise 2 mois après sa mise en service. L'avion restera ainsi 6 ans en Amérique centrale. C'est d'ailleurs au Salvador qu'Abjord Antonison a vu pour la première fois cet appareil. En fait, j'ai personnellement passé 2 semaines là-bas avant de l'affréter en Norvège. Et j'ai vraiment été ravi de voir la qualité de la maintenance de TACA. Il était en très bon état quand on l'a inspecté là-bas au Salvador. Sur place, les ingénieurs de Color Air ont en effet réalisé une expertise complète, résumée dans ce document de 20 pages, qui passe au crible chaque secteur technique de l'avion. Vous savez, quand un avion change de main, vous devez de faire ça, de faire le contrôle le plus complet possible. Sinon, vous prenez le risque d'oublier certaines données entre les 2 opérateurs. C'est vraiment le nouvel exploitant qui doit faire ça? Oui, c'est le nouvel opérateur qui doit le faire. Il doit faire le contrôle le plus étendu possible avant de voler avec des passagers. Très vite, Color Air disparaît. L'avion va alors passer de main en main en quelques mois. Le Boeing sera d'abord stocké comme une vulgaire voiture d'occasion sur un parking d'avions en Angleterre. Ensuite, il part vers l'Égypte, d'abord chez Mediterranean Airlines, puis vers une autre société en création, Flash Airlines, en juillet 2001. Dès lors, c'est l'aviation civile égyptienne qui est chargée du suivi de l'avion. Comme nous l'ont montré les responsables de Flash Airlines au Caire, l'appareil a un certificat en bonne et due forme. Et ce document doit suffire pour se poser presque n'importe où sur la planète. C'est une règle internationale, une règle à laquelle adhèrent plus de 180 pays, y compris l'Égypte et la France. En France, justement, c'est la Direction générale de l'aviation civile à Paris qui est chargée du respect de cette règle. Ce système mondial fonctionne sur la confiance d'État à État. Chaque pays est responsable de les mettre en œuvre pour les avions que le pays immatricule, pour les compagnies aériennes qui vont voler sous le pavillon du pays, pour les pilotes qui recevront une licence dans ce pays. Donc chaque pays du monde doit appliquer les mêmes normes internationales. Aujourd'hui, il faut que chaque pays le fasse. Donc si vous le faites, vous espérez que les autres le font. Ce qui est très important, c'est que chacun le fasse chez soi pour ses avions, pour ses compagnies. Alors, vous avez dit, on espère que chacun va le faire. Alors, non seulement on espère, mais on essaye de s'en assurer. Comment? Avec des contrôles sur le terrain, ce que l'on appelle les contrôles SAFA. Voici à quoi cela ressemble. Ce contrôle SAFA est le dernier à avoir été réalisé sur le Boeing de Flash Airlines. Cela s'est passé ici, en octobre 2003, à Toulouse. C'est un formulaire de 2 pages. Sur la première, on trouve le nom de la compagnie, le pays d'origine, le numéro de la plaque, et surtout la catégorie des findings, les conclusions, ce que les contrôleurs ont trouvé sur l'avion. Ce jour-là, rien à signaler. Mais il faut dire que ce contrôle n'a pas vraiment été complet. La preuve sur cette 2e page. Voici les 53 points de vérification prévus. À Toulouse, seuls 21 ont été effectués. Pourquoi ce contrôle partiel? Pour le comprendre, nous avons voulu voir comment cela se passait sur le terrain. Toulouse n'a pas voulu nous recevoir, alors nous sommes allés à Nantes. Cet aéroport reçoit lui aussi beaucoup de charters. Ces 3 fonctionnaires de l'aviation civile sont un peu les gendarmes du tarmac dans la région. Leur journée commence par une visite au bureau des vols. Donc on a accès sur les PC, là, tous les vols prévus. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les vols
passagers et puis les vols étrangers également. Cet après-midi, 14 avions sont au programme. Mais ils n'auront pas le temps de tous les ausculter. Et sur quels critères vous choisissez? C'est du contrôle inopiné, quoi. Une sélection au hasard, comme pour un contrôle de police sur les routes. Voici le premier avion choisi. Il arrive de Paris pour embarquer d'autres passagers à Nantes avant de repartir vers la Romana, en République dominicaine. Ce 747 de la compagnie Corsair est un avion français. L'avion à peine arrivé, le travail des contrôleurs débute dans la cabine, devant les passagers en escale. Un rapide coup d'œil sur les équipements, un tour dans les allées. Les techniciens s'intéressent en fait à quelque chose de précis. Dans la cabine sont prises. Tout est bon. Bah, d'accord. Les issues sont dégagées. C'est parfait. Les issues doivent être dégagées et le personnel à son poste, car l'avion fait le plein de kérosène. En cas d'incident, l'évacuation des passagers doit donc pouvoir se faire le plus vite possible. La tournée continue sous ce gigantesque appareil. Vous regardez quoi là? En fait là on regarde la lubrification du train et s'il n'y a pas de fuite au niveau liquide hydraulique ou autre. Le train d'atterrissage, la carlingue, les ailes, les ingénieurs font le tour des parties techniques de l'avion. Tout cela sans outils, l'inspection se fait à l'œil nu. Ouais, c'est une question d'habitude en fait, quoi, parce que c'est vrai que c'est un contrôle où on va pas démonter un moteur, c'est visuel quoi. Mais si vous avez une fuite soit sur un moteur, soit sur un circuit hydraulique, ce sera visible tout de suite en fait, quoi. Et même à l'œil nu, effectivement, on peut découvrir un problème. Il y a une petite coupure, c'est le pneu, là, ici c'est très léger quoi, t'as vu? Elle est usée uniformément et on commence à avoir un peu de toile là si vous voulez. Un pneu usé par temps de pluie, c'est comme pour une voiture. Il y a risque d'aquaplaning. Les hommes de la DGAC ont donc demandé aux mécanos de Corsair d'agir. Ce sont ces deux hommes qui discutent en aparté. Leur conversation dure quelques secondes. Ils s'écartent. Il faut changer la roue et visiblement, la décision ne leur fait pas plaisir. Il leur faut environ 3 quarts d'heure pour changer une roue. Et là, il est vrai que les passagers, les 200 passagers qui sont à bord, plus les 200 qui sont dans les regards, ce serait pas leur bonheur, quoi. Sur le tarmac, chaque minute coûte en effet très cher. Pour la réparation, l'avion dispose de roues de secours et d'un cric, version grande taille. Mais les contrôleurs n'auront pas le temps de surveiller la manœuvre. En bout de piste, un charter tunisien vient de se poser. C'est la deuxième inspection de la journée pour les hommes de la DGAC. Là encore, cela commence par un tour minutieux de l'appareil. Le problème, c'est que cette fois-ci, les contrôleurs ne vont pas pouvoir aller au bout. C'est possible en 5 minutes de faire un tour de cabine, non? Cette fois, en effet, les inspecteurs de la DGAC ont un peu de mal à imposer leur présence. Non, bah visiblement, il commence l'embarquement, donc le contrôle cabine il sera un autre jour, quoi. C'est non. Là, on embarque en plus dans 5-6 minutes, donc c'est trop de gestes. Comme l'avion est arrivé un petit peu en retard, bon, ça va prendre trop de temps, c'est pas possible. Pour cette jeune femme, chef d'escale pour la compagnie, pas question de mettre en retard le trafic. Cela fait partie des limites du contrôle. Ben, c'est eux qui sont maîtres du bord, c'est pas nous. Hein, et si on dit bah non, vous ne montez pas à bord, ben on ne monte pas à bord. Les contrôles de sécurité s'arrêtent donc parfois là où commencent les exigences commerciales. Ce n'est que lorsque l'escale est plus longue que les contrôles peuvent aller au bout. Sur l'avion de Flash Airlines, cela a été le cas une fois. Cela s'est passé à Zurich, le 11 octobre 2002, sur ce tarmac. Voici le formulaire du contrôle. Cette fois, la catégorie remarque est bien remplie. 14 points sont signalés, dont la moitié sont classés 3, dangereuses pour l'appareil. À l'époque de la catastrophe, voici ce que disait la porte-parole de l'OFAC, l'organisme suisse chargé des contrôles. L'OFAC a effectué un contrôle surprise à l'aéroport de Kloten sur Flash Airlines et a constaté d'importants manquements sur cette compagnie.
Depuis cette déclaration, Célestine Perissinoto avait refusé tout autre commentaire. Par téléphone, elle a tout de même accepté de nous en dire un peu plus. Nous avons constaté qu'il y avait des lacunes manifestes, notamment dans l'entretien, qui étaient en violation avec les normes internationales. Alors il s'agissait par exemple de déficiences en matière de maintenance au niveau du train d'atterrissage, de maintenance aussi au niveau du groupe moteur et propulseur, au niveau des commandes de vol, mais il s'agissait aussi d'absence de documents usuels pour la navigation, par exemple dans le cockpit, et puis les sorties de secours étaient partiellement hors d'usage. Ça c'est une liste non exhaustive. Suite à cette inspection, les Suisses contraignent Flash Airlines à réparer sur place. Voici ce qui a été fait. Les cagoules anti-fumée cassées ont été remplacées, les tapis et les vides-poches déchirés refixés, les instruments de mesure sales nettoyés. Mais l'état général de l'avion est jugé suffisamment dégradé pour que désormais les Suisses interdisent à Flash d'atterrir chez eux. Immédiatement après l'inspection, 5 jours après, nous informons les différents pays membres de la conférence de l'aviation européenne qui participent au programme. Donc ce rapport est vraiment mis en ligne, ça c'est le chemin usuel. Dès le 16 octobre 2002 donc, tous les pays européens sont au courant de l'interdiction de Flash Airlines en Suisse. En France, cette information est arrivée ici, au siège de la DGAC. Pourquoi alors la DGAC, mise au courant, n'a-t-elle pas interdit à son tour la compagnie égyptienne? Pour avoir une réponse, nous sommes retournés voir Maxime Coffin, le chef des inspecteurs, dans son bureau. Le contenu des contrôles, le contenu technique des contrôles suisses, quand nous l'avons analysé lorsque nous avons reçu en octobre 2002, ne nous a effectivement pas conduit, après l'examen précis de ces rapports, à considérer que la compagnie présentait des risques particuliers qui auraient nécessité d'interdire ses vols vers la France. Autre pays, autre attitude. Nous sommes en Pologne, aéroport de Varsovie. Ici aussi, en octobre 2002, l'aviation civile locale reçoit les documents suisses. Et elle a une autre analyse que la France. Pour la Pologne, il convient d'interdire Flash Airlines. Quelques jours plus tard, le 4 novembre 2002, Flash Airlines décide de faire entrer ses avions en maintenance. Elle aura lieu ici, à Stavanger, une cité industrielle à l'ouest de la Norvège, les pieds dans la mer du Nord. Les travaux ont été effectués dans ce hangar blanc, celui du département de la maintenance du groupe Braathens, un groupe réputé très sérieux. Quand nous sommes allés sur place, quelques jours après les gendarmes français, les responsables de Braathens n'ont pas voulu nous parler. L'avion est resté 1 mois et demi dans cet atelier. Ces photos ont été prises pendant cette période par un amateur norvégien. Le Boeing a subi une révision complète, comme en atteste ce document signé par les techniciens de Braathens. Selon ce papier, l'avion a passé un check D, c'est-à-dire qu'il a été entièrement démonté, inspecté, puis réassemblé. Apparemment, l'appareil a donc fait peau neuve. D'ailleurs, 6 mois plus tard, les Polonais autorisent le Boeing de Flash Airlines à venir se poser à nouveau chez eux. Confirmation par téléphone. On a donné une permission exceptionnelle pour cette compagnie pour venir en Pologne pour faire un contrôle. Donc vous leur avez donné une autorisation, ils sont venus en juin 2003 et là vous avez fait un contrôle. Ouais, on a fait un contrôle, tout était bien, on a redonné la permission. Les Suisses, eux, ne reviendront pas sur leur décision. Au même moment donc, ce même avion est toujours banni chez eux, mais réautorisé en Pologne, alors que la France, elle, après l'avoir contrôlé, n'a toujours rien à lui reprocher. Une situation étrange. Tout le monde n'a donc pas le même avis sur un avion qui semble pourtant avoir subi les contrôles obligatoires. Ces divergences, les derniers passagers de Flash Airlines n'en ont jamais rien su. Gilles de Robien, bonsoir. Merci d'être avec nous ici ce soir à Roissy. On vient de voir une belle enquête de Guillaume Porteux. Je voudrais juste donner quelques chiffres sur ces fameux contrôles SAFA. Avant de commencer l'interview, des contrôles SAFA, donc il y a 25 inspecteurs de la DGAC qui sont formés et habilités à les faire en France. En 2002, il y a eu donc 3234 inspections sur 532 compagnies. Et puis quelques chiffres aussi sur le nombre de morts, de tués en avion. Et bien en 2002 aussi, il y a eu 991 personnes
tués pour 1,5 milliard de passagers transportés à travers le monde. On se rend bien compte dans ce reportage que beaucoup de choses, quasiment tout d'ailleurs dans l'aviation, au niveau des passagers, repose sur la confiance quand même. Comment est-ce qu'on peut améliorer cette confiance? Est-ce qu'on a par exemple suffisamment de contrôleurs pour effectuer ces contrôles inopinés sur les tarmacs? D'abord, il y a un socle de sécurité qu'on ne peut pas nier. Il y a tout le contrôle, on va dire, international au ACI, chaque pays étant responsable des compagnies qui sont sur son sol. C'est-à-dire qui sont du ressortissant français, c'est la DGAC. C'est la règle de la Convention de Chicago, c'est la confiance mutuelle. La confiance mutuelle, mais avec une DGAC qui peut contrôler, dépouiller, démonter toutes les temps d'heures les avions des compagnies françaises. Et le deuxième stade, ce sont les contrôles inopinés, les contrôles aléatoires, SAFA. Ça existe, c'est bien. Est-ce que ça peut être mieux? Oui, ça peut être mieux. Ça peut être mieux. Il peut y avoir davantage d'inspecteurs. Il peut y avoir un meilleur échange aussi entre les pays. De façon à ce que... Oui, mais vous le disiez vous-même, est-ce qu'il ne faut pas améliorer l'information au niveau des pays européens et puis les sanctions et l'automaticité des sanctions éventuelles? Et c'est là, vous avez raison, où on peut améliorer. C'est-à-dire non seulement échanger davantage et beaucoup plus vite les informations, et puis contrôler peut-être que très vite les remarques qui sont faites sur les listes des inspecteurs sont des remarques qui sont prises en compte le plus vite possible. Mais est-ce que par exemple une décision, si un pays dit cet avion ne me paraît plus assez sûr, je veux qu'il fasse effectivement des améliorations, etc. Est-ce que cette décision-là de ne plus l'accepter sur son territoire ne devrait pas s'imposer à tous les pays européens dans ce cas-là? Voilà le type d'amélioration. C'est de dire qu'une décision qui est prise sur l'un des pays SAFA devrait s'imposer, sauf contre-expertise, devrait s'imposer à l'ensemble des pays. Donc ça, il faut une directive européenne pour ça? Alors ça, il faut une directive européenne. La directive, elle est prise, mais elle peut être appliquée, si vous voulez, de façon anticipée, alors qu'on a encore 2 ans. Et nous disons, nous allons l'appliquer de façon anticipée. Nous-mêmes tout de suite, en France. Alors que l'échéance est dans 2 ans. Alors que l'échéance est dans 2 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Toujours à propos de cette confiance pour les passagers, notamment vis-à-vis des charters, sur la connaissance qu'on a de l'avion dans lequel on monte. Alors nous faisons une proposition très concrète que je suis allé défendre d'ailleurs à Bruxelles. C'est de dire que quand on a une agence de voyage qui propose un vol charter, par exemple, l'obligation de connaître la compagnie aérienne sur laquelle on va voler. Deuxième obligation, si jamais la compagnie change, parce que forcément il peut y avoir des modifications entre le moment où vous prenez le billet et le moment où vous prenez le vol, bien à ce moment-là, s'il y a changement, la compagnie nouvelle doit être connue et à ce moment-là, si elle ne convient pas à l'usager, l'usager peut faire annuler et rembourser. Alors, et quand je disais la connaissance qu'on a des compagnies, est-ce qu'il faut faire, comme vous le proposez-vous, des listes noires, des listes blanches, des labels de qualité, des choses comme ça? C'est la proposition de la France. Et il y aurait une liste qui serait dans les catalogues, par exemple, des agences de voyage françaises. Et voilà la liste des compagnies qui sont labellisées en France. Alors ça s'appelle une liste blanche et la contre-proposition dont j'ai entendu parler, ça serait de faire une liste noire, c'est-à-dire voilà la liste des compagnies dont on ne veut pas. Et soit l'un, soit l'autre, moi ça m'apparaît un progrès considérable. Bon, mais ça, on en parle, mais est-ce que ça va se faire? Que disent les Européens? Actuellement, vous savez, en France, j'ai réuni toutes les agences de voyage, tous les professionnels au mois de janvier, pour leur dire travailler sur cette idée-là, parce que c'est une idée très difficile à mettre en œuvre, très difficile. Quel type de contrôle supplémentaire on ferait? Et donc on est en train de faire un cahier des charges du type de contrôle nécessaire pour avoir ce label de plus. Ça va demander, ne nous faisons pas d'illusions, ça va demander des mois de travail par ce groupe de travail, puis ensuite pour faire des propositions qui pourraient être adoptées à l'échelon français, puis ensuite qui pourraient être adoptées après moult discussions à l'échelon européen. Nous sommes 15, nous allons bientôt être 25. Vous voyez quand même la démarche. Elle est d'initiative française, mais elle peut demander peut-être 2 années. Est-ce que c'est aussi sûr de voler en charter que dans une compagnie régulière aujourd'hui? C'est très sûr de voler en charter. On peut voir les statistiques, elles sont soit en nombre de kilomètres, soit en nombre de vols, soit en nombre de tout ça. Les compagnies de charter, ne nous faisons pas d'illusions, ce sont des compagnies qui, en général, sont des compagnies très sûres, parce qu'elles répondent justement aux critères OACI. Une compagnie de charter, elle est forcément localisée dans un pays. Ce pays fait partie de l'OACI. Et s'il fait partie de l'OACI, l'aviation civile qui contrôle cet avion-là est obligatoirement un contrôle de qualité parce qu'il est responsable le pays. Et puis dernière chose, comme on a vu aussi avec le responsable de l'association des victimes de Sharm el-Sheikh, qui a une espèce de défiance quand même, ou de réserve vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de l'enquête, vis-à-vis de ce qui est fait. On est toujours dans le « on ne sait pas encore », on a écarté très vite la piste de l'attentat ou du sabotage, bon, ils se demandent, enfin, etc. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui pour dire que les choses seront faites? Comme je les comprends d'abord, après le coup de l'émotion et de la douleur qui ne s'arrête pas comme ça du jour au lendemain, comme je les comprends de vouloir savoir la vérité. Mais à la fois, je leur demande
d'être patient. Parce que la vérité, dans les jours qui viennent, ce n'est pas la vérité. Mais la vérité nécessite des jours, des mois et peut-être des années. On l'a vu après chaque accident. Mais on finit par savoir, la plupart du temps, on finit par savoir la vérité à condition que toutes les informations sont croisées. Parce que franchement, ça ne serait pas sérieux, avec la gravité d'un tel accident, de lancer des hypothèses sans qu'elles soient véritablement couvertes par des informations croisées et rigoureuses. Bon, et tout ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Bon, et puis c'est vrai que par les temps qui courent, avec ces menaces d'attentats qu'il y a aujourd'hui en France et sur l'ensemble de l'Europe, c'est vrai que écarter la piste de l'attentat, c'est effectivement quelquefois difficile à comprendre pour des victimes. Alors vous parlez justement de ce temps qu'il faut pour effectivement savoir toutes les causes d'une catastrophe. On va parler du Mont-Saint-Odile, ça fait 12 ans, et 12 ans après, on ne sait toujours pas. M. Perben l'autre jour a dit qu'on allait mettre le paquet maintenant pour savoir, mais enfin quand même, ça fait beaucoup. Donc retour sur ces mystères du Mont-Saint-Odile. Il y a eu 87 morts et 9 survivants. Que s'est-il passé cette nuit de janvier? C'est une enquête d'Éric Colomer et d'Édouard Perrin. Ah oui, d'accord. Danny Stadler n'était pas revenu sur le mont Saint-Odile depuis l'année du crash, il y a près de 12 ans. Ça a même été reboisé, vous voyez? Parce qu'en fait, à l'époque, là, tout ça, c'était vide. Vide, gris et noir. C'est quand même drôle de revoir tout ça. La place de l'impact est quand même excessivement restreinte. Comme s'il était tombé, vous savez, comme un caillou qu'on lâche. L'avion a heurté cette colline en plein cœur des Vosges le 20 janvier 92. Et donc là, on a le nom des victimes. Le mari de Danny faisait partie des passagers. Il est mort en attendant les secours. Stadler Luc, mon époux et le père de notre enfant. Aujourd'hui, Danny ignore toujours pourquoi ce père, ce mari et les 86 autres victimes se sont écrasés sur cette colline. Au bout de 12 ans, c'est long. Pour les familles des victimes qui attendent une vérité, qui attendent un procès qui est remis d'année en année, c'est guère correct. Depuis 12 ans, ce sont toujours les mêmes questions lancinantes. Pourquoi le vol Lyon-Strasbourg de 17h45 a-t-il percuté la colline à quelques minutes de son atterrissage? Pourquoi l'enquête n'a-t-elle toujours pas abouti? Avec ses 87 morts et ses 9 survivants, le drame du Mont-Saint-Odile est resté gravé dans toutes les mémoires. Nous avons remonté le fil d'une enquête aux éléments troublants. Les recherches avaient pourtant démarré sur les chapeaux de roue. Quelques jours après le crash, la boîte noire parvient au BEA, un laboratoire du ministère des Transports en charge des enquêtes sur les crashs aériens. Paul Arslanian est alors le vice-président de la commission d'enquête administrative, nommée dès le lendemain de l'accident. Nous arrivons au laboratoire. Dans l'enregistreur, une boîte noire comme celle-ci, le laboratoire retrouve les conversations des pilotes. Elles sont intactes jusqu'au moment du crash. Ces conversations sont décryptées dans un studio d'écoute. Nous avons un équipage qui ne sait pas et jusqu'à la fin ne saura pas qu'il va avoir un accident. L'accident survient avec un équipage qui est en train de travailler tout à fait sereinement à l'atterrissage. Il est en train de préparer, il est en train d'exécuter son atterrissage. Les dernières conversations de l'équipage dans le cockpit, nous nous les sommes procurées. Vous allez les entendre pour la première fois. Voici le tableau de bord de l'avion reproduit par d'autres experts à la demande de la justice. Les commandes, les paramètres, toute la reconstitution est en principe fidèle aux données transmises par les enregistreurs. Voici à présent la tour de contrôle qui parle au pilote. À 1 minute 15 de l'impact, elle autorise l'avion à entamer son approche finale. Il fait nuit noire avec brouillard givrant. Les pilotes se fient entièrement à leurs appareils de mesure. À 55 secondes,
Le train d'atterrissage est sorti. L'avion plonge maintenant vers le sol. À 16 secondes de l'impact, les pilotes sont persuadés d'être dans l'axe de la piste. Dans quelques secondes, l'avion va s'écraser sur la colline à 18 km de l'aéroport de Strasbourg. Il a fallu savoir ce qui s'est passé parce qu'il est apparu assez rapidement que l'avion était descendu trop vite. Il est descendu à l'endroit où il devait commencer à descendre, mais trop vite. Il est descendu en gros 4 fois plus vite que la vitesse verticale qu'il devait avoir. L'avion a plongé, reste à savoir pourquoi. Pour la commission d'enquête administrative, la raison la plus probable est une erreur de manipulation de la part des pilotes. C'est autour de cette pièce que nous avons identifié les causes possibles de la descente. Cette pièce, la voilà. C'est un bouton qui serait à l'origine de l'erreur. À l'époque, sur les Airbus A320, ce même petit bouton active deux fonctions. Il enclenche soit une vitesse, soit un angle de descente. Ce soir-là, le pilote se serait trompé. Il pense choisir un angle de descente et avec la molette d'à côté, il affiche 3,3. En fait, il aurait activé la fonction vitesse. Sans le savoir, il ordonne à son avion de descendre à 3300 pieds minute, une vitesse beaucoup trop rapide. Le pilote oublie d'appuyer sur ce bouton et affiche la valeur. Donc le 3,3 qui pour lui est un angle, correspond en fait à un taux de descente et l'avion descend 4 fois plus vite que prévu. Pour le BEA, 10 mois après l'accident, l'enquête est terminée. C'est une erreur de pilotage. L'Airbus A320 est hors de cause. Pourtant, les hypothèses de la commission ne satisfont pas la justice. Voici la reconstitution judiciaire de la trajectoire de l'avion avec les données de la boîte noire. Après un dernier virage sur la gauche, l'Airbus A320 poursuit sa descente vers Strasbourg. À gauche, en pointillé blanc, l'axe d'approche de la piste. Certes, l'avion descend trop vite, mais il est aussi totalement décalé de la bonne trajectoire. Pourquoi ce décalage ? 12 ans plus tard, les spécialistes s'interrogent encore, et tant qu'elles n'ont pas la réponse, certaines familles refusent d'aller au procès. J'ai sa photo, j'en ai une. Alvaro Rendon a perdu sa femme dans le crash. Parce que, bon, il faut tourner la page, voilà. C'est juste 3 mois avant, le mois de septembre, avant l'accident. Donc Rosana. Rosana, ouais. Depuis la mort de Rosana, Alvaro a pris la tête de l'association qui représente les familles des victimes. À elle, d'un premier mariage. Pour lui, les pilotes ont été trompés par les instruments de l'appareil. Si vous écoutez dans les boîtes noires, et ce qu'ils disent les pilotes, c'est on est sous l'axe, à un degré de l'axe, on y va. Donc ça veut dire qu'ils étaient en train de lire qu'ils étaient sous l'axe. Pour les familles, ce ne serait donc pas une erreur de pilotage, l'avion serait vraiment en cause. Alors, à leur demande, leurs avocats ont réclamé d'autres expertises. Ouais. Maître Alimbert est mandaté par quelques familles depuis le début de l'enquête. Des rapports d'experts, il en a plein son bureau, mais cela ne l'avance pas beaucoup. Là, sur cette armoire, vous avez une partie du dossier parce que j'avais plus de place. Et cette partie-là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volumes, représentent uniquement le premier rapport d'expertise. Qui va jusqu'en ? Qui se termine en 96. Ah, les experts ont beaucoup cherché, mais ils n'ont pas beaucoup trouvé. 10 ans de recherche, une demi-douzaine d'experts, et rien, pas de réponse convaincante. Pourtant, les familles ne sont pas les seules à contester la version officielle. Des pilotes sont eux aussi persuadés que l'appareil est en cause. Ils ont vécu d'autres incidents qui leur rappellent le Mont Saint-Odile,
Voici leur témoignage. Aérodrome de Pontoise en région parisienne. Des Airbus A320, Jack Reen en a piloté pendant plus de 15 ans, à Air Inter justement. Lorsque l'A320 est mise en service en 88, c'est un avion révolutionnaire, mais pas forcément au point. À l'époque, le dernier né d'Airbus Industrie propose aux pilotes une technologie inédite, devenue courante aujourd'hui. Ça, c'est un mini A320 en quelque sorte pour la navigation. Même à la limite, il y a même des choses qui sont presque plus sophistiquées au niveau de la présentation. Mais dans le 320, ça fonctionne pareil. Sur cet écran, une carte de navigation virtuelle. Elle donne au pilote la marche à suivre. Démonstration en vol. On freine pour le train ? Sur l'Airbus A320, pour la première fois, la carte virtuelle s'occupait de tout. Direction, distance au sol, tous les calculs étaient centralisés sur la carte de navigation. Alors la carte de navigation, c'est ce qui représente tout ce que besoin le pilote, c'est-à-dire, c'est une représentation de la carte réelle, qui donne la position de l'avion et qui donne la direction où il veut aller. Alors, il rentre le plan de vol dans l'ordinateur et ça lui donne le cap, la distance, le temps, ça lui donne tout ce qu'avant le pilote devait calculer par lui-même. La philosophie de ce système Airbus, c'est que tout était parfait et qu'on devait se fier au système et qu'on n'avait plus de moyens de contrôle. Par visibilité nulle, comme lors du crash du Mont Saint-Odile, les pilotes pouvaient donc faire une confiance aveugle à cette carte, et tout particulièrement en phase d'atterrissage. India Golf, autorisé toucher 05, 040 degrés d'inner, appelez vent arrière. India Golf, cette carte aurait-elle trompé les pilotes du Mont Saint-Odile? Dans les premières années de sa mise en service, sa précision laissait à désirer. Jack Reen a failli se faire piéger une fois. C'était à Strasbourg quelques mois après le crash. Il pilotait un Airbus A320 d'Air Inter et s'apprêtait à atterrir. On a laissé faire l'avion. Et normalement, l'automatique, c'est d'une précision très très grande. C'est le minotique maintenant. Et là, disons vers le... Passer le relief, en fait. C'est passer le relief. L'avion suivait bien l'indication du nav display de la carte, mais la carte de navigation. Donc si on avait suivi ça, on était bien où il fallait par rapport à sur la carte. Mais dans la réalité, elle était décalée de peu pratiquement 2 nautiques vers le nord. 2 nautiques, environ 4 km d'écart avec la piste. En langage technique, on appelle ça un saut de carte. Jack Reen n'est pas le seul pilote à avoir rencontré ce genre d'avarie. Direction Montpellier. Alain Le Carour faisait partie des experts de la commission administrative. Dès le début de l'enquête, il disposait d'une liste d'incidents de cartes dressée par la compagnie Air Inter. Des erreurs de distance latérales, mais aussi verticales. En avril 92, c'est-à-dire juste après l'accident du Mont Saint-Odile, qu'est-ce qu'on vous disait? On vous disait saut de carte. Cette anomalie peut disparaître aussi brusquement qu'elle est apparue. Elle a été rencontrée en approche sur les terrains suivants, Toulon, Nantes, Lorient, Porto, Séville, Marseille. C'est-à-dire plein de fois. Mais bien sûr. Et puis surtout en amont du Mont Saint-Odile. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que cette anomalie, elle s'est révélée sur ces 6 destinations à partir du 20 janvier. Voici une note interne d'Air Inter. Fin mars 92, 2 mois après le crash, la compagnie aérienne s'inquiète. Les sauts de cartes se multiplient sur ces Airbus A320. Désormais, Air Inter demande à ses pilotes de revenir à des méthodes traditionnelles pour atterrir. Tous ces éléments, Alain Le Carour les avait transmis à la commission d'enquête. Quelle était la réaction de la commission d'enquête administrative et du BEA en particulier qui était dans beaucoup de domaines, on sentait l'envie et le besoin de protéger l'avion, c'est-à-dire de plutôt aller vers les hypothèses qui mettaient en cause l'équipage, plutôt que sur la machine. Côté justice, pour mettre en cause la carte de navigation dans la catastrophe, il faut d'abord prouver qu'elle a mal fonctionné. Or, depuis des années, les magistrats multiplient sans succès les expertises. Alors, dans ces 3 armoires fortes se trouvent rangés les 85 tomes de la procédure. Derrière ces portes blindées, les 24 000 pièces de l'instruction. Pour le procureur, si cette procédure traîne depuis 12 ans, c'est parce que les experts n'ont pas analysé les bonnes données. Je ne suis pas absolument convaincu,
que les experts aient pu disposer au moment de leurs travaux de tous les éléments techniques dont ils disposent peut-être aujourd'hui. Mais au printemps dernier, 2 experts à la retraite font une découverte et ils écrivent au juge. Ils sont les premiers à mettre en cause un appareil de mesure qui fournit les données à cette fameuse carte. Le DME Collins, qui mesure la distance au sol, se serait trompé. Il y a 3 mois, ils pensent en apporter la preuve dans ce rapport. Nous avons démontré l'existence d'un dysfonctionnement des récepteurs DME pendant le vol, et plus spécialement dans la période précédant immédiatement l'accident. Au regard de ces nouvelles indications, on pourrait parfaitement comprendre qu'ayant reçu de mauvaises indications de positionnement de l'avion par rapport au seuil de la piste, ceci ait commis une erreur. Cette fois, c'est donc l'avion qui est en cause, et sur la base de données que la commission d'enquête et le BEA avaient formellement écartées. Aujourd'hui encore, malgré l'assurance des experts, Paul Arslanian maintient toujours sa position. Je suis tout à fait formel. Les conclusions de cette enquête, rien depuis n'amène à les remettre en cause. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont amené la justice à explorer certaines voies que nous avons totalement éliminées à l'occasion de l'enquête. Pourtant, après le crash, cette pièce, le DME mise en cause par les experts, aurait été modifiée sur les avions d'Air Inter. Nous avons demandé confirmation au constructeur. Il a refusé de nous répondre, tout comme la compagnie. Pourquoi ce mutisme? À l'époque, l'A320 est le fleuron d'Airbus Industrie. Il a fait décoller le consortium face à Boeing. En 87, le constructeur s'était fixé un objectif, vendre plus de 2000 avions en 20 ans. Pouvait-on alors remettre en cause cet appareil qui apparaissait comme une icône? C'est quoi? C'est les publicités qui ont accompagné la sortie? C'était les publicités qui accompagnaient le lancement de l'avion, qui même ont été faites bien en amont du lancement, en fait. Et il y en a plein de cet ordre-là. Hein. C'était un objectif économique important, et aussi un intérêt de l'État, de toute évidence. C'est un avion qui commençait, je veux dire, commercialement et politiquement à tailler des croupières à Boeing, et que la décision qu'ont pris, je pense, les gens qui avaient en savoir, c'est de ne jamais recontester l'avion dans un but commercial. Bon, il n'y avait pas eu vraiment, je pense, tellement de transparence là-dessus. 17 ans plus tard, l'A320 est toujours la valeur sûre d'Airbus. L'enquête, elle, s'approche peut-être de la vérité. Mais avec ou sans défaillance de l'avion, tous les experts s'accordent sur un point. Le crash aurait peut-être pu être évité. Car en 92, Air Inter est l'une des rares compagnies au monde à ne pas avoir installé de GPWS sur ses avions, une alarme de proximité de sol. Les enquêteurs judiciaires sont formels. L'installation d'un GPWS aurait permis d'éviter l'accident. Au moment où l'avion se rapprochait dangereusement de la colline, son alarme se serait déclenchée au minimum 12 secondes avant l'impact. Les pilotes auraient donc eu largement le temps de redresser l'appareil et d'éviter la colline. Un constat insupportable pour les familles. Ce n'est pas la fatalité qui a tué Rosanna, ou Jacques, ou Paul, tous ces hommes et femmes qui ont décédé là ou qui ont vu leur vie changer. Il y a eu des négligences, il y a eu des fautes, et c'est pour ça que les personnes qui ont des responsabilités doivent répondre devant la justice. Après le crash, Air Inter a été mise en examen avec la DGAC, l'administration qui l'a laissé faire. Dans les mois qui ont suivi, la compagnie a installé des alarmes sur tous ses avions. Il y a 2 mois, les familles se sont retrouvées sur le mont Saint-Odile pour célébrer le 12e anniversaire de la mort de leurs proches. C'était 3 semaines après le crash de Sharm el-Sheikh. Le ministre de la Justice, Dominique Perben, leur a promis des moyens pour accélérer l'enquête. Si tout va bien, le procès pourrait avoir lieu d'ici 1 ou 2 ans.
Paul-Louis Arslanian, bonsoir. Merci de nous accueillir ici, dans vos locaux de ce bureau d'enquête et d'analyse. Ça s'appelait avant le bureau enquête accident, maintenant ça s'appelle comme ça depuis 2001. Et ce sont d'ailleurs des nouveaux locaux que vous occupez depuis 1994, je crois. Depuis 2 ans septembre 1994. après l'accident. On vient voir cette enquête. Et bon, d'abord, on se dit 12 ans. Et c'est ce que disent les victimes d'ailleurs, ou les parents des victimes. 12 ans, on ne sait toujours pas, c'est long. C'est pas normal. Alors je voudrais faire déjà une première remarque. Quand on regarde l'émission, on a l'impression qu'il y a une enquête. En fait, il y a 2 enquêtes. Il y a une enquête qui est menée par, je vais dire, la commission d'enquête et à laquelle le BEA contribue, et il y a d'autre part l'enquête qui est menée dans le cadre de la procédure judiciaire. Donc, ce sont 2 enquêtes totalement indépendantes. Les mêmes experts, ce ne sont pas les mêmes enquêtes. Non, c'est le même accident. Mais c'est le même accident. Oui. Alors, on ne va pas tout refaire, mais quelques petites choses quand même. On a quand même l'impression qu'il y a cette histoire de saut de carte, comme on dit. Est-ce que l'avion n'aurait pas été dans le bon axe et les pilotes fiés à ce que leur disait leur carte automatique, et puis voilà, ils se seraient pas retrouvés là où ils pensaient être. Quand nous avons fait l'enquête, donc pendant 1 an et demi de travail acharné, nous avons regardé tous les dysfonctionnements possibles qui étaient connus et qui étaient portés aussi bien sur un certain nombre d'instruments que j'ai vu évoquer pendant l'émission que sur ce que nous avons retenu finalement comme cause. Nous avions retenu 4 causes, un jeu de 4 causes possibles. Dans l'émission, on me voit émettre une hypothèse, une erreur de manipulation. Excusez-moi, ce n'est pas une hypothèse, c'est une des causes possibles, avec une forte probabilité, mais c'est une d'entre elles. Mais elles portent toutes pratiquement autour du même dysfonctionnement. C'est entre descendre selon un plan ou descendre avec une certaine vitesse. Là, l'avion est descendu trop vite. L'avion est descendu trop vite en vertical, c'est-à-dire qu'il est descendu selon un plan qui était beaucoup plus incliné que le plan normal qu'il aurait dû suivre, et ça a amené aussi une accélération évidemment de l'avion devant lui. On a l'impression que vous dites, grosso modo, les pilotes se sont trompés. L'ergonomie de l'avion ne les a peut-être pas aidés, mais enfin, ils sont un peu trompés dans ce qu'ils ont affiché. Et effectivement, c'est pour ça qu'ils sont descendus un peu trop vite, sans le faire exprès. C'est exact. Bon. Les autres experts, c'est pour ça qu'il y a polémique depuis 12 ans, disent c'est peut-être l'avion qui est en cause, cette histoire de positionnement de carte, ou ce fameux DME qui les aurait là aussi mal renseignés sur l'endroit où ils se trouvaient. Parce que derrière tout ça, il y a un petit peu cette suspicion-là. Est-ce que c'est pas parce qu'on se méfie, qu'on dit « Oh là là, le BEA, c'est une administration, ils ont voulu mettre hors de cause un avion qui était tout neuf et sur lequel on avait beaucoup d'espoir ». Il ne m'appartient pas de dire que les gens ont raison ou ont tort s'ils pensent là. Nous ne travaillons pas pour mettre hors de cause ou pour mettre en cause qui que ce soit. Nous travaillons pour la sécurité. Tout à l'heure, vous avez dit le BEA maintenant ne s'appelle plus Bureau d'enquête accident, mais s'appelle Bureau d'enquête et d'analyse. Le vrai nom, qui est beaucoup plus long, c'est Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Cela fait depuis 1946 que le BEA travaille pour la sécurité, sur des accidents qui ont lieu en France, mais aussi à l'étranger. Et jamais, au grand jamais, nous n'avons dérogé à cette règle qui est d'abord et avant tout la sécurité du passager aérien. Le meilleur exemple, l'accident... Vous n'avez pas écarté des choses, on parlait du DME là, dans le sujet on dit que ça a été écarté, mais vous l'avez écarté parce que vous pensiez que ça n'avait effectivement pas joué de rôle dans l'histoire, vous l'avez vérifié, ou vous l'avez écarté parce que vous n'avez pas voulu regarder. Non mais attendez, il faut parler quand même à des gens sérieux. Nous sommes des scientifiques, nous sommes des spécialistes, on n'écarte pas quelque chose sans l'avoir vérifié. Il est évident que quand je dis nous avons écarté tel ou tel dysfonctionnement, ce n'est pas a priori, mais c'est a posteriori, à la fin d'une enquête, bien entendu. Après constatation scientifique. Oui, bien sûr. Et s'il avait fallu mettre en cause Airbus dans cette affaire, avec son nouvel avion, c'est A320, parce qu'il était tout neuf, vous l'auriez fait. Là encore, permettez-moi de vous donner 2 exemples. Le premier, quand, il y a quelques années, nous avons découvert qu'il y avait un problème sur les Concorde, nous n'avons pas hésité à recommander que l'on interdise de vol, et il a été interdit de vol cet avion pendant 1 an et demi. Alors que c'était un avion mythique, et que la probabilité que l'accident se reproduise dans les mêmes conditions... Vous parlez de l'attarition qui a eu lieu après le crash de Gonesse. Tout à fait. La probabilité pour que cet accident se reproduise dans ces conditions était quasiment nulle. Simplement, il y avait un problème qui était que le niveau calculé de sécurité de l'avion après l'accident de Gonesse, donc compte tenu de ce qu'on savait, n'était pas le niveau qui est accepté classiquement en aviation, il ne répondait plus aux critères, il fallait l'arrêter. Ok, vous dites, c'était le Concorde, c'est un mythe, et pourtant on l'a fait. Et pourtant on l'a fait. Deuxième exemple, Mont-Saint-Odile. La commission d'enquête
dans les premières semaines après le crash, constatant que l'existence à bord d'un équipement qui s'appelle le GPWS, dont on parle d'ailleurs dans l'émission, d'un équipement, aurait peut-être pu permettre Oui, c'est d'éviter. plus que ça. Dans votre rapport, si je m'en fie à la lecture qu'on faisait Libération le 17 décembre 1993, vous dites, ce rapport de 500 pages, rien ne permet de dire si la présence d'un GPWS, autrement dit cette alarme de sol, aurait permis d'éviter l'accident. On s'arrache les cheveux, on dit, mais attendez, s'il y en avait eu un, c'est évidemment, il aurait prévenu que l'avion allait s'écraser et les pilotes auraient pu réagir. Comment Nous dire un avons- truc pareil? C'est pour protéger l'avion? C'est la vérité. Je dis toujours la vérité, même si ça ne fait pas plaisir. Nous avons déjà eu des cas d'accidents où il y avait des alarmes GPWS et nous savons qu'on ne suit pas toujours les alarmes. Et dans le cas du Mont-Saint-Odile, on savait en plus pertinemment qu'il y avait des possibilités de fausses alarmes. Ce que la commission d'enquête a dit, c'est que l'existence d'un GPWS à bord de l'avion aurait peut-être pu permettre d'éviter l'accident. Ce n'est pas une certitude. Oui, parce que les pilotes auraient pu ne pas en tenir compte, c'est Voilà. ce que vous dites. Et Enfin, bon. attendez, ne lisons pas donc les choses d'une façon différente de ce qu'elles ont été. C'est-à-dire, ça aurait pu permettre, et donc un mois après l'accident, nous recommandions que l'on mette des GPWS sur tous les avions. C'était une conséquence français. de l'accident quand même depuis. Alors que Air Inter, avec l'accord de la DGAC, avait obtenu effectivement de ne pas installer ces fameux GPWS, eh ben ils l'ont fait. C'est quand même qu'on s'est dit que ça manquait. C'est une constatation. Il n'y avait pas de GPWS à bord de cet avion. S'il y en avait eu un, il y aurait eu probablement une alarme de nature à éviter l'accident. Mais sans certitude. Sans certitude. Bon. Alors, tout ça pour dire quand même qu'on sent qu'il y a une méfiance, les gens. Hein. On le voit sur Sharm el-Sheikh aussi, il y a une association, on vient d'entendre son président, là aussi il se méfie. Hein. Qu'est-ce qu'on sait de cette catastrophe de Sharm el-Sheikh, puisque vous y travaillez en collaboration avec les Égyptiens? Maintenant, est-ce qu'on a une idée? On a vu notre simulation, cet avion qui se serait mis sur la tranche avant de piquer. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bien sûr qu'on a une idée. D'ailleurs, je ne me suis pas caché d'exprimer et de dire où nous en étions, ainsi d'ailleurs que l'a fait le président de la commission d'enquête. Nous savons que l'avion est parti progressivement s'inclinant à droite, donc sur la droite, en virage à droite et en s'inclinant de plus en plus, jusqu'au moment où, toujours en montée, il s'est retrouvé sur la tranche, et là il a commencé à descendre avec une vitesse qui s'est accrue, jusque tout à fait à la fin, une tentative de récupération qui était malheureusement trop tardif pour que l'avion puisse puisqu'il puisse éviter le choc avec la mer. Ça, on l'a bien montré. Bon. Donc, il s'est Maintenant, mis nous ne savons sur la pas. tranche, ça, on le sait. Progressivement. Bon, vous avez dit dans votre rapport, ou enfin, vous avez dit dans la presse, il n'y a pas de rapport encore, vous avez dit dans la presse, que il n'obéissait visiblement pas à ce que faisaient les pilotes, ou en tout cas, il faisait des choses qui étaient contradictoires avec ce que semblaient leur indiquer ou lui demander les pilotes. Je n'ai pas dit de bêtises. Vous lisez trop la presse. Il y a... Je suis journaliste. Hein. Oui. Il y a une incompréhension de la part, effectivement, du pilote de ce que fait l'avion. Quelles sont les causes de cette incompréhension? Pourquoi les actions du pilote ne permettent-elles pas de sauver la situation? C'est ce qu'il reste à démontrer, c'est ce qu'il reste à comprendre. Tant que nous n'aurons pas compris, l'enquête ne pourra pas dire qu'elle a abouti. Donc pour l'instant, on n'a pas compris, l'enquête n'a pas abouti. Juste deux petites choses. Est-ce qu'on n'a pas écarté un petit peu vite l'attentat ou le sabotage? Vous faites référence, je pense, à des affirmations qui ont été faites par telle ou telle autorité. Il y a eu d'une part une déclaration à chaud que ce n'était pas un autorités attentat, égyptiennes. et d'autre part il y a eu une constatation, une conclusion, une première conclusion, et celle-ci a été rendue publique, c'est que ce n'est pas un attentat. D'accord. Et deuxième chose, le pilote automatique n'est pas, a priori, en cause dans cette affaire? Nous avons un événement au cours duquel, pendant quelques secondes, il y a mise en fonctionnement et déconnexion du pilote automatique. Ça ne permet pas pour autant de dire qu'il y a eu une interférence entre le pilote automatique et l'accident. Donc restons prudents. Non, excusez-moi, là il ne s'agit pas de prudence, parce qu'il s'agit aussi de dire que nous n'avons pas d'éléments permettant de penser qu'on avait un équipage qui se fait piéger par son pilote automatique.
Quand je dis prudent, c'était plus globalement sur ces causes, puisque voilà, pas de spéculation. On ne sait toujours pas, et j'espère qu'on le saura hein, pour tout le monde et pour les familles des victimes, évidemment. Je suis le premier à le souhaiter. Qui aimeraient ne plus être dans l'incertitude comme elles le sont encore aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions assez pointues. On a vu au début de l'émission ce qu'il en était des contrôles des appareils et ce qui rendait donc ces appareils très sûrs pour qu'on puisse les utiliser. On va voir maintenant ce qu'il en est du marché de l'aérien, de l'aéronautique et comment ce marché avec ses lois commerciales pouvait là aussi avoir des répercussions sur la sécurité des vols. On a eu des surprises. Avion, la grande braderie, c'est un reportage de Joël Bruandé et de Vincent Bouffartigue. Quelques secondes avant l'atterrissage à Roissy, à bord d'un des 250 appareils d'Air France. Dans le ciel mondial, les avions de la compagnie française ont plutôt bonne réputation. Les appareils sont récents, moyenne d'âge 8 ans et demi, et la maintenance est a priori rigoureuse. Pourtant, lorsque vous montez à bord d'un avion aux couleurs de la compagnie française, vous ne le savez pas, mais le propriétaire, ce n'est pas forcément Air France. Celui-là, il vous appartient ou pas? Celui-là, je ne pense pas. J'en sais rien en réalité. Pour être honnête, j'en sais rien. Puisque en gros, on a 40% de notre flotte qui est louée et 60% qui est en pleine propriété. Maintenant, savoir tel type d'appareil s'il est loué ou... De toute façon, les clients ne s'en aperçoivent pas puisqu'ils sont présentés de la même manière avec la même configuration cabine et le même personnel Air France. Les avions que loue Air France sont presque toujours neufs, pour limiter au maximum, comme pour une voiture, les frais d'entretien. Cela permet également de rendre l'avion au loueur quand le trafic faiblit. Prix d'une location, 500 000 à 1 million de dollars par mois. Mais que deviennent ces appareils une fois qu'Air France n'en veut plus? Et qui sont ces fameux loueurs d'avions? Nous sommes allés chercher ces réponses de l'autre côté de l'Atlantique, en Californie. Los Angeles, à 2 pas de Sunset Boulevard. Voici le siège de la compagnie ILFC, le numéro 1 mondial de la location d'avions. L'entreprise possède 600 appareils, aussi bien chez Air France, où elle en a une cinquantaine, que chez Flash Airlines, où elle possédait le Boeing qui s'est abîmé en mer Rouge. C'est peut-être pour cette raison qu'ILFC a refusé de nous recevoir. Mais les vrais propriétaires sont ailleurs, tout autour. Des banques, des compagnies d'assurance, des fonds de pension, pour limiter les risques lorsqu'ils achètent ces appareils qui coûtent jusqu'à 150 millions de dollars, les loueurs ont recours à de savants montages financiers. Car le marché est de plus en plus aléatoire. Les avions, depuis le 11 septembre, volent de moins en moins. Pour s'en rendre compte, il suffit de faire 3 heures de route, vers le nord. Au beau milieu du désert de Mojave, un aéroport un peu irréel. La visite est assurée par Justin Lux. Il y a combien d'avions ici? Environ 130, rien que sur cette zone. Justin dirige une entreprise qui stocke ici des centaines d'appareils. En attendant des jours meilleurs, tous ces avions sont sagement alignés dans le désert. La plupart sont là depuis moins d'1 an. Air Canada, KLM, United, Continental, ces avions ont volé pour toutes les compagnies du monde, mais la plupart appartiennent en fait à des loueurs. Tous ces avions sont dans une zone que nous appelons de stockage actif. Ça veut dire qu'on s'occupe de ces avions tous les jours. On fait tourner les roues, on démarre les moteurs, on vérifie les systèmes électroniques. Et puis, à partir du 15 avril, quand il fait chaud, on ouvre les portes de tous les appareils tous les jours. Et puis on les referme la nuit. À peine quelques jours de pluie par an, beaucoup de place, le désert de Californie offre les conditions idéales pour conserver au mieux ces tonnes de métal. Tarif 1500 à 2000 dollars par mois et par appareil. Il y a moins de 3 ans, tous ces avions, comme ces 2 anciens Airbus d'Air France, transportaient encore des passagers. Et puis, tout a basculé. Ce jour terrible du 11 septembre, il y avait 60 avions ici. Et en août 2002, on est monté jusqu'à 310 avions.
Tout ça, c'est une conséquence directe du 11 septembre. Ça a bouleversé le secteur aéronautique. Aujourd'hui, nous avons encore environ 150 appareils ici. Alors ça veut dire tout de même qu'on en a remis 160 en service. Justin est plutôt optimiste. Il soutient que 80% des avions stationnés ici vont un jour voler à nouveau. D'autres experts, plus prudents, parlent de 50%. Car les avions continuent malgré tout à arriver dans le désert. Ce jour-là, un MD-80 appartenant à la compagnie américaine Midwest vient rejoindre d'autres appareils de la même compagnie. Mais que faire de ceux qui ne revoleront pas? Comme chaque semaine, Andrew inspecte ce Boeing 747 d'une compagnie néerlandaise. Aujourd'hui, il va vérifier si des animaux ne se sont pas introduits dans l'appareil en passant par le train d'atterrissage. Ça fait longtemps qu'il est ici, cet avion? Ouais, ça fait, je crois, à peu près 2 ans. Et vous savez pourquoi? En fait, c'est parce que c'est un très vieux modèle, je crois. Tenez, regardez là. On a même mis un absorbeur d'humidité. L'avion est vieux, mais il a encore de beaux restes. Et à 3 heures de route d'Hollywood, ça peut servir. Il y a un mois, ils ont tourné un épisode d'une série télé ici. Pour une séquence, ils avaient fait tomber tous les masques à oxygène. Même si cet avion ne vole plus, ça ne l'empêchera pas de devenir une star de cinéma? Ouais, en fait, il sera dans le film, ouais. En fait, ils font pas mal de films ici. Andrew nous emmène dans le cockpit. Si techniquement, ce vieux Boeing pourrait tout à fait revoler, économiquement, c'est autre chose. Il pourrait être revendu quelque part, hein. Il est encore en état de voler. Mais vu l'âge de la carlingue, en fait, ça dépend vraiment du nombre d'heures de vol. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait une révision complète. Et ça risque d'être vraiment beaucoup plus cher que la valeur de l'avion lui-même. Donc c'est vraiment beaucoup plus économique de le laisser là. Et même s'il ne revole pas, il y a encore quelque chose qui a de la valeur sur cet avion. Ses moteurs. Vous voyez là, ils sont en train d'examiner les moteurs pour savoir s'ils sont encore en état de fonctionner. Sous les ailes du 747, 2 mécaniciens inspectent chaque câble, tuyau, turbine. L'avion appartient à une banque américaine qui veut savoir si les 4 réacteurs peuvent être revendus et à quel prix. Modifier les avions, en désosser certains, en retaper d'autres, un peu comme des voitures d'occasion, c'est le travail de John Maloney. Et c'est là que se trouve le vrai business à Mojave, bien plus lucratif que le stockage. Là, on est dans le hangar principal. C'est ici qu'on fait la maintenance, la peinture et les modifications sur tous les types d'avions. Des modifications parfois surprenantes, comme le changement des moteurs sur ce Fokker, anciennement exploité par American Airlines. Le nouveau locataire a souhaité y installer ses propres réacteurs. Pas de problème, dans moins de 2 jours, l'avion sera prêt à revoler. Attention les gars, on sort le train. Ici, tout est fait pour que les avions ne fassent pas trop de béton, comme on dit. Un appareil n'est rentable que s'il vole. Cet avion, dont on teste le train d'atterrissage, a déjà passé 2 ans sous le soleil du désert. C'est beaucoup trop pour son loueur, qui vient de lui retrouver un nouveau locataire. À l'extérieur du hangar, 2 Airbus rachetés par une société de fret américaine. Quant à l'ancien propriétaire, il reste quelques indices sur le fuselage. Il vient d'où, celui-là? Il appartenait à Air France. Il est arrivé de France il y a quelques années. Et le client qui l'a racheté veut transformer cet avion passager en avion cargo. Quand il est arrivé, il était aux couleurs d'Air France et il a été repeint en blanc, c'est ça? Oui, ils l'ont peint en blanc. Ils l'ont masqué. Lorsqu'un avion atterrit à Mojave, la plupart des compagnies préfèrent masquer leur logo sur les appareils pour ne pas associer leur nom à un avion cloué au sol. Maintenance, modification des moteurs ou des systèmes électroniques,
toutes ces opérations sont validées par la FAA, l'autorité de contrôle du transport aérien aux États-Unis. Mais si l'avion change de pays et de compagnie, il sera alors sous contrôle de ce nouveau pays d'accueil. Il va où cet avion? Cet avion va aller effectuer des tests moteurs à haut régime au bout de la piste, avant de voler à nouveau, avant de quitter Mojave pour sa destination finale. Qui sera? En fait, il semblerait qu'il aille au Texas dans un premier temps. De là, le propriétaire l'enverra vers sa destination finale. Ça peut être en dehors du pays, ça peut être n'importe où. Selon nos informations, ce MD-82 sera finalement loué à une compagnie charter en Méditerranée. Retour à Los Angeles. C'est ici que se font les affaires. Nous avons rendez-vous au pied du building d'ILFC avec Ali Dashti, qui dirige une petite compagnie charter. Monsieur Dashti est locataire de 5 Airbus. Pour lui, pas question de louer un avion de seconde main, et encore moins s'il a séjourné dans le désert. Trop risqué. Alors, il ne loue que des avions sortis d'usine. C'est mieux de louer plutôt que d'acheter. Si vous achetez, vous vous retrouvez vite avec des avions dépassés, et ça coûte cher à moderniser. C'est plus sûr de louer des avions tout neufs, et puis c'est moins cher aussi. D'accord, mais ils finissent dans quelle compagnie, les vieux avions? Ces avions, ils iront dans tous ces pays du tiers-monde. En Afrique, ici ou là. Ils voleront ailleurs. Dans de bonnes conditions? Dans de bonnes conditions. Vous êtes sûr? Si Dieu le veut. Les avions d'occasion retrouvent donc des propriétaires, comme ces deux hommes ici, avec Eric Hames, celui qui a la casquette. Eric est intermédiaire dans ce genre de transaction. Il travaille pour Mojave Jet, une sorte de courtier qui se charge de retrouver des acquéreurs. Chose rare dans l'aéronautique, Eric a accepté que nous le suivions alors qu'il emmène ses clients voir les avions. 2 heures de route, direction Victorville, un autre aéroport californien où des centaines d'avions, là aussi, sont stockés. Nous sommes sur une ancienne base militaire, l'accès au tarmac est interdit. Parmi les avions parqués derrière ces grillages, des Boeing 747 de la compagnie américaine en faillite United. Ils ont à peine plus de 10 ans. Des avions qui, d'après nos informations, intéressent beaucoup la compagnie française Corsair. Nous retrouvons les 2 acheteurs qui ont fait le voyage depuis le Nigeria pour voir de leurs yeux une dizaine de Boeing 727 qu'ils envisagent d'acquérir. Mais curieusement, plus question de filmer la négociation qui doit se dérouler dans ces bureaux, au bord du tarmac. Les acheteurs ont changé d'avis. Voici peut-être ce qu'ils ne souhaitaient pas nous montrer. À quelques mètres de là, les avions qu'ils sont venus voir, des appareils construits entre 75 et 79, âge moyen 27 ans. Après une longue carrière chez Delta Airlines, ces avions ont le choix entre la casse ou les pays du tiers-monde. Après 1 heure de discussion, les acheteurs potentiels ressortent. Ils ont surtout négocié le prix. Un prix qui risque fort d'être compétitif, car crise oblige, les vendeurs cassent les prix. C'est bon? Vous pensez qu'ils vont acheter les avions? Avec un peu de chance, ouais. Ces avions vous intéressent, messieurs? Peut-être. Non, s'il vous plaît, ne veulent pas être filmés. Une compagnie qui démarre n'a pas forcément les moyens d'acheter un avion neuf. Mais ils peuvent s'offrir une occasion. Et ils sont encore sûrs, ceux-là. Très sûrs même. Et ils vont voler encore longtemps? Qui sait? Ça dépend de la maintenance. Ils pourraient encore voler 10 ans. Vous dites que les avions aux États-Unis sont en bon état, bien conservés. Vous pensez que ce sera la même chose en Afrique ou en Amérique du Sud? Ça dépend de la façon avec laquelle chaque pays applique les règles de sécurité. Vous savez, beaucoup de pays ont leurs propres standards pour les avions.
Beaucoup s'alignent sur les consignes appliquées aux États-Unis et tous les pays font de plus en plus attention à la maintenance. Donc les vols sont de plus en plus sûrs dans le monde. Depuis notre tournage, ils ont finalement fait affaire pour environ 3 millions de dollars par Boeing. C'est 30 fois moins cher que le prix du neuf. De l'autre côté de la piste, une zone de l'aéroport que personne ne souhaite voir filmer. Ici, comme à Mojave, les compagnies finissent par cannibaliser leurs propres avions. Elles récupèrent un moteur, un train d'atterrissage ou un radar, bref, tout ce qui a encore un peu de valeur. Une image délicate à assumer pour un transporteur. Une fois que tout aura été récupéré, ces carcasses seront broyées, dépecées, puis vendues au prix de la ferraille. Et retour à Roissy avec vous, Cédric Pastour. Merci d'être là. Vous êtes le PDG de Star Airlines. C'est une compagnie de charter. Alors, on va en parler. Je voudrais juste donner quelques petits chiffres pour compléter le sujet de Joël Bruyandet. D'abord, sur les pertes commerciales des compagnies aériennes. En 2003, c'était 10 milliards de dollars. C'est énorme, mais c'est un peu mieux, si je puis dire, que les années précédentes, puisqu'en 2001 et 2002, c'était 25 milliards de dollars. C'est bien sûr tout ça dû à la crise aérienne et aux attentats du 11 septembre, on l'a bien vu. Les accidents maintenant. En 2003, d'après une source de Genève, d'un institut de Genève, eh bien, il y a eu 36 accidents qui ont concerné des lignes régulières dans le monde et 18 des lignes charter, mais compte tenu des vols et des durées de vol respectives de ces lignes, eh bien, il semblerait qu'il soit 15 fois plus dangereux, si je puis dire, de voler sur une ligne charter que sur une ligne régulière. Bon, ça c'est une façon de compter qui risque de ne pas vous plaire, puisque vous avez une compagnie de charter. Oui, j'ai beaucoup de prudence sur ces chiffres, parce que vous savez, depuis 1993, la notion charter régulier en Europe a totalement disparu. Le marché a été libéralisé, et aujourd'hui, des compagnies dites régulières sont amenées à faire des vols charter, et des compagnies charter sont amenées à faire, elles, des vols réguliers. Donc, très difficile tout ça se mélange, c'est pas bien clair. Exactement, tout à fait. Star Airlines, c'est combien d'avions, votre compagnie? Aujourd'hui, nous exploitons une flotte de 8 appareils, 6 Airbus A320-200 et 2 Airbus A330-200 qui sont des appareils gros porteurs. Alors que vous avez en propre ou que vous avez loué, comme on a vu dans le reportage? Tous nos avions sont loués. Ce sont des appareils qui sont tous sortis des chaînes d'Airbus Industrie. Donc notre politique est de recourir à des avions neufs que nous louons. Et aujourd'hui, la moyenne d'âge de la flotte de Star Airlines est de moins de 5 ans. Donc aujourd'hui... C'est bonne qualité? Oui, et puis une grande majorité des compagnies dites charter en Europe s'équipent d'avions de la nouvelle génération. L'image du charter qui restait toujours un peu péjorative dans l'esprit des consommateurs, les choses ont beaucoup changé depuis 10 ans et une grande majorité des opérateurs charter au sein de l'Europe ont des avions neufs. Alors, on s'interroge quand même parce qu'on se dit, les charters, par définition, c'est moins cher que les avions de ligne réguliers. Si vous ne touchez pas à la sécurité, puisque vous avez l'air de dire que la sécurité c'est sacré, sur quoi vous jouez pour faire des prix bas? Très bonne question, parce que beaucoup de Français se posent cette question, de se dire in fine, pourquoi nous vendons moins cher? Alors d'abord, il est important de rappeler qu'au niveau de l'Union européenne, les obligations en matière de maintenance, de règles de travail pour les personnels navigants, d'exploitation des aéronefs sont exactement les mêmes, qu'on soit une compagnie dite charter, régulière ou low cost. Il n'y a pas de distinguo concernant la maintenance des avions au sein de l'Europe. Alors les économies, nous les faisons d'une part sur le nombre de sièges que nous mettons à bord d'un avion, et là je pense qu'il faut être clair, une compagnie comme Star Airlines va beaucoup plus densifier ses avions que le même avion dans une compagnie dite régulière. Combien de sièges en plus, par exemple? En général, c'est une vingtaine de % de sièges en plus. Dès lors qu'ils sont commercialisés par des professionnels du voyage, les tour operators, nous vendons la totalité de l'avion, donc ce sont des vols affrétés par des voyagistes qui s'engagent à remplir la totalité de l'avion. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous arrivons à vendre moins cher que des compagnies dites régulières. Mais en ce qui concerne la sécurité, est-ce qu'il peut y avoir un décalage en termes de sécurité entre effectivement un charter et puis une ligne régulière? Non, on ne joue pas avec la sécurité des gens, on ne joue pas avec la sécurité des personnels. Une compagnie comme Star Airlines sous-traite sa maintenance, parce que nous sommes effectivement une petite compagnie, auprès d'Air France Industrie pour la maintenance lourde. Nous avons des accords avec les motoristes eux-mêmes, Snecma Services, Rolls-Royce pour les gros porteurs, pour entretenir les moteurs de nos avions. Donc nous travaillons avec des professionnels
professionnels, au même titre qu'une grande majorité des compagnies aériennes mondiales, qui sont qualifiées pour entretenir les avions. En même temps, on parlait avec des pilotes en préparant l'émission qui nous disaient, bon d'accord, c'est vrai qu'il y a des contrôles, SAFA, on l'a vu dans l'émission, ils sont les mêmes pour tout le monde, etc. Mais il y a aussi une pression économique et quelquefois, un pilote va être tenté de dire, bon bah tant pis, je vole quand même si tout n'est pas au point, parce que si je ne le fais pas, on va me le reprocher, voire me virer. Les commandants de bord sont des gens extrêmement responsables qui assurent la responsabilité de l'avion, ils assurent la sécurité de leurs passagers et leur propre sécurité. Donc je ne crois pas au fait que des commandants de bord puissent décoller avec un avion qui n'est pas en état de navigabilité. Je pense qu'il faut être très prudent avec ce type d'affirmation. Vous n'en voudrez jamais un commandant de bord qui dira stop, ça ne va pas, c'est pas complètement en règle, etc. Il ne faudrait pas me dire le contraire non plus. Non, mais arrêtons d'imaginer et de laisser croire qu'aujourd'hui il peut y avoir un rôle et une pression sur les équipages. Les équipages sont des gens responsables. On voit bien que la rentabilité, c'est quelque chose d'essentiel pour vous aujourd'hui. La rentabilité, c'est évident, mais la rentabilité se fait par le nombre d'heures de vol que l'on va réaliser sur une année. Donc il est évident qu'un appareil qui va être affecté dans une compagnie dite charter va beaucoup plus voler sur une année que le même avion dans une compagnie dite régulière. Et qui dit plus d'heures de vol ne dit pas moins de maintenance. C'est comme une voiture. Plus vous avez de kilomètres, eh bien plus il faut entretenir l'avion. Alors on voit aussi dans le reportage qu'il y a des charters où il y a des avions qui ne sont pas toujours neufs, parce que vous dites on loue des avions neufs, mais ils finissent par vieillir ces avions. Tout à fait. Et ça veut dire quoi? Qu'ils dégringolent de compagnie moins bonne en compagnie moins bonne jusqu'à finir dans des compagnies de charters des pays du tiers-monde, c'est ça le risque? Il est évident qu'il y a effectivement des pays qui ne respectent pas les normes internationales et il peut y avoir effectivement des choses anormales qui viennent entacher l'image de notre profession. Votre reportage le montre très bien. Beaucoup d'acteurs sont responsables en matière de transport aérien. Les propriétaires d'avions qui ont quand même la responsabilité de suivre l'entretien de leurs biens. Les locataires, donc les compagnies aériennes qui décident de faire voler tel ou tel aéronef, et enfin les pays. N'oublions pas qu'avec la Convention de Chicago, il est de la responsabilité de chaque État d'assurer la sécurité, la sûreté et de contrôler la maintenance. On a bien compris que les exigences ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Vous seriez d'accord, vous, pour qu'il y ait une espèce de label, qu'on sache un petit peu quand on est usager, sur quel type d'avion, quel type de compagnie, quelle sécurité on va choisir? Oui, je pense qu'il faut aller vers beaucoup plus de transparence, d'information au niveau du consommateur. Donc l'objectif du gouvernement d'aller vers le label qualité, je pense, est une très bonne approche. C'est un travail important qu'il faut faire de façon très précise. N'oublions pas non plus de préciser que depuis 10 ans, les voyagistes en France ont fait de gros efforts de communication pour mettre en avant les compagnies avec lesquelles elles travaillent. Quand vous regardez la brochure des principaux tour opérateurs, vous verrez qu'ils mettent en avant telle ou telle compagnie, qu'elle soit charter ou qu'elle soit régulière, pour transporter les passagers qui font confiance à ce voyagiste. Écoutez, merci beaucoup, merci d'être venu répondre à nos questions. On arrive au terme de l'émission. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer cette émission, Aéroport de Paris qui nous a accueillis ici. Vous dire que la semaine prochaine, vous retrouverez bien sûr Arlette Chabot. Nous, ça sera dans 15 jours avec une question un peu dérangeante. Faut-il changer les profs? Autrement dit, est-ce que l'école n'est pas devenue créatrice d'inégalités? Vous dire aussi que, évidemment, vous avez toujours notre site internet pour nous faire part de vos remarques ou de vos suggestions. Vous dire également que cette émission exceptionnellement est placée sous le signe de la lutte contre le sida et qu'enfin, la soirée n'est pas terminée sur France 2. Je vous laisse bien sûr avec le journal et je vous dis à dans 15 jours.